artiste sonore, on peut dire. Il y a beaucoup de dénominations. En tout cas, c'est le son, mon médium principal, qui prend des formes diverses. C'est-à-dire que ce que je produis fait souvent des installations sonores, mais c'est aussi des espaces sonores pour la danse contemporaine, c'est aussi des disques ou des formes de concerts, mais c'est surtout une certaine forme temporelle, quoi. Un temps étiré, c'est ça qui fait ma principale différence avec ce qu'on pourrait dire un compositeur de musique, même si les outils pourraient être un peu les mêmes. Et je travaille exclusivement avec des sons que j'enregistre moi-même. Ça veut dire que c'est un cadre, une sorte de cadre de prise de son, d'enregistrement, lié à des lieux, à des endroits qui forment un cadre conceptuel de création. Donc j'ai fait les Beaux-Arts, qui sont à Brest, sont juste à côté de l'école de musique. Et très vite, m'a dit, mais va en face. Et donc j'ai dû prendre un positionnement très très clair et radical pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Ça veut dire que j'ai très vite construit des dispositifs qui me permettaient d'avoir du son à structurer dans l'espace et de considérer le son comme un matériau sculptural. Le fait de travailler par rapport à des lieux, un projet sur un endroit, c'est plus une démarche de plasticien. Effectivement, ce cadre conceptuel permet aussi de border un peu, de mettre des limites, parce que ce type de démarche d'enregistrement des sons d'un endroit a un côté un peu infini. Maintenant, il y a des choses qui sont restées un peu continues dans ma vie d'enregistreur de son, qui ont traversé comme ça le paysage, le littoral, et quelque chose de continu. J'ai beaucoup travaillé sur les marais salants de Guérande. L'Afrique m'a occupé aussi un paquet d'années. Les cloches, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et que de loin en loin je collectionne. En fait, c'est toute la vibration, c'est tout le son qui m'intéresse dans son ensemble et de manière globale. Avec le temps, j'ai essayé de... Tout ce qui était sonore ou lié au sonore m'intéresse, avec au bout du compte le fondamental, l'essentiel, qui est une forme de vibration de l'air, et cette conscience que l'air vibre et que c'est ça qui transmet le son, que tout ce qui vibre va engendrer la vibration d'autre chose, une sorte de fondamental du son. C'est sûr que mes outils sont ceux avec le temps, d'un ingénieur du son de haut niveau, en fin de compte. Parce que je suis autodidacte pour la partie technique, mais j'ai passé tellement de temps et tellement de passion que voilà, j'ai réussi à me construire mon son, ma couleur sonore reconnaissable immédiatement pour les gens qui sont un peu dans ce type de médium. Mais en fin de compte, toute cette technique, c'est comme tout artiste se doit d'une certaine manière d'être un technicien de haut niveau. Ce qui compte, c'est de ne pas faire de la technique toute seule dans le vide. C'est que la technique soit toujours au service d'une idée, d'un propos, qu'elle soit chargée, qu'elle soit habitée de quelque chose, et à ce moment-là, on ne sent plus la technique. D'ailleurs, très souvent, mes installations sont plutôt très discrètes techniquement, ou enfin, ça n'apparaît pas, la technique, même si c'est, au contraire, si c'est une technique de haut vol. Ça m'intéresse que ça n'apparaisse pas comme quelque chose de spectaculaire, tant acoustiquement, dans ce qu'on va entendre au premier abord, que ce soit pas une apparence technique, tant dans ce côté-là, que une fois qu'on l'entend, quand on plonge dedans, là on peut rentrer dans une matière, entendre des espaces, entendre des profondeurs, mais c'est pas
Il n'y a jamais une technicité mise en avant. Une grosse partie de mon travail, en fait, c'est d'aller enregistrer des sons dehors, donc dans des endroits. Il y a une chose qui est importante, c'est que j'ai pas de grand câble, j'ai pas de perche, c'est la taille de ma main. Ça veut dire que les sons que j'enregistre, c'est là où je suis moi. Je peux pas me projette pas à distance comme ça. Ça, c'est quelque chose qui est une grosse différence par rapport à des pratiques dans le cinéma, où les gens ont une perche, ils peuvent passer instantanément. Moi, je suis obligé d'être à cet endroit-là. Et je me suis mis à essayer de chercher dans le paysage littoral, quelque chose que j'ai beaucoup exploré, en écoutant sous l'eau. Et en écoutant, en fin de compte, sous l'eau et sur l'eau en même temps, et de voir s'il peut y avoir une corrélation entre les deux. Alors ça a des implications un peu... c'est pas une évidence d'enregistrer les deux en même temps, mais c'est très intéressant ce qui peut se passer parfois, rarement, mais parfois, entre les deux. J'ai plutôt tendance à partir d'une position plutôt ethnologique je ne sais pas, je n'ai pas de parti pris, j'y vais en étant le plus vierge possible avec mes micros, mes oreilles, et je vois ce sur quoi je tombe, c'est un peu empirique. Bon, maintenant, il y a forcément des décisions. Je vais instinctivement et avec mon expérience trouver des positionnements de micros, de moi-même par rapport à les surfaces qu'il peut y avoir qui réfléchissent le son aussi, une manière de masquer ou d'approcher, d'être à la bonne distance. En fait, être à la bonne distance du son, quel qu'il soit, pour pas n'avoir que ce son-là, mais avoir un peu l'espace autour. C'est ça l'enjeu principal avec les micros. L'hydrophonie, les micros sous l'eau, donc c'est le truc où on ne sait pas du tout ce qui va se passer. On va les mettre là, hop, et il n'y aura rien. 1 mètre plus loin, ah, super, et ça correspond pas du tout à ce qu'on voit. Donc il y a quelque chose de renouvelé et d'intéressant. Évidemment, on entend vraiment tout à fait la richesse qu'il y a sous l'eau. L'île Saison, c'est un cadre parfait, un terrain de jeu splendide, vraiment à échelle tout à fait humaine, avec une très grande variété de sons, d'histoires, de strates, et un paysage sonore à la fois très 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 maritime, avec une vraie puissance, rudesse, et puis d'un autre côté, presque on entend le bocage depuis l'île. Donc ça m'a beaucoup intéressé, beaucoup plu, parce qu'on peut en faire le tour assez vite au niveau sonore, et que ça s'est étalé, mon passage là-bas, sur presque 3 ans, donc l'occasion de venir à des époques, plein d'époques différentes, et donc d'en faire une étude un peu exhaustive. Saison, j'ai voulu, avec les sons récoltés là-bas, refaire partager quelque chose aux gens qui soit de l'ordre de l'expérience, lié au lieu, pour écouter ces sons-là, mais aussi mettre en scène une forme de musique dans l'endroit. C'est pour ça que je me suis allié avec une percussionniste qui joue des choses qui résonnent comme un... C'est pas que la musique qu'elle joue, c'est ce qu'elle joue avec ce quoi elle joue à cet endroit-là. Après, elle joue de la caisse claire au milieu des casernes en ruine. Une caisse claire qui est un motif extrait de bagade, de musique, une musique quasiment militaire. C'est comme un clin d'œil et en même temps ça a quelque chose de très très martial, d'impressionnant. La caisse claire en solo au milieu de casernes en ruine.
puis après, les gens se trouvaient plongés dans les sons de saison, au milieu de l'île. Mais c'est le milieu de l'île comme un endroit qui, en fin de compte, ne ressemble pas tellement à l'image qu'on pourrait avoir d'une île. C'est, on voit pas la mer, on la sent bien, mais enfin, c'était, je crois, pour les gens qui sont venus, presque l'inverse de ce qu'ils auraient pu imaginer en se disant on va aller écouter un concert de son sur une île. Après, il y avait d'autres strates à l'intérieur de tout ça, les données météo. J'ai utilisé des données météo de l'île pour générer des choses. L'orientation du vent indiquait la provenance du son dans un dispositif en quadriphonie. Les cylindres vibrants, c'est une œuvre qui réunit pas mal de choses qui m'intéressent. En fin de compte, c'est des cloches. C'est vraiment des cloches parce que ils touchent pas le sol, ils entrent en vibration et ils émettent le son. Ils s'insèrent dans un paysage sonore urbain. C'est une œuvre sociale, enfin sociale, on va dire, avec une appropriation. Ça faisait partie des contraintes au départ d'une demande. Il y en a un petit où on peut s'asseoir, un moyen où on peut s'accouder, un grand où on peut réussir à monter dessus ou se cacher derrière. Le son des cylindres a été composé l'été. Je dis vraiment composé à bon escient parce que c'est une séquence de 9 heures qui tourne en boucle, donc qui se cale et se décale. Donc on ne retourne jamais au même moment. Si on passe tous les jours à la même heure, ça va jamais être le même son. Mais je dis l'été parce que le métal est plus mou. Il sonne beaucoup mieux en juin que l'hiver. L'hiver, il est un peu plus raide et donc ça prend moins d'ampleur. C'est des électroaimants qui font entrer en vibration. C'est vraiment des sons générés électroniquement qui ont permis de faire entrer en vibration les cylindres. Et il y a aussi des enregistrements faits dans le quartier qui sont diffusés dedans et des enregistrements sous l'eau aussi diffusés dedans. Il y a au-dessus de ça une petite quadriphonie qui crée une bulle. Là, c'est des paysages sonores. Tout ça étant fait pour que ça soit une sorte de monde en soi, dans lequel on peut s'asseoir, écouter, partager, un petit monde en soi, ouais, une bulle dans laquelle on peut être bien. Enfin, en tout cas, c'est l'intention que j'avais en le faisant. Tout le travail autour de l'ormeau, l'ormeau comme un marqueur du changement climatique, c'est quelque chose qui découle du littoral et qui découle de programmes arts et sciences, d'échanges avec des chercheurs, qui m'a permis de rentrer quasiment en symbiose avec des ormeaux, parce que j'en ai eu dans mon studio, que je les ai enregistrés, ce qui ne s'était jamais fait. Enfin, on ne savait pas que ça faisait du son, un ormeau sous l'eau. Et tout ça a été à générer
beaucoup de, beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges avec des chercheurs, dans toute la complexité que ça peut avoir, les relations entre des artistes et des chercheurs. Mais ça m'a permis de créer des pièces que j'aurais jamais fait, ouais, d'une certaine manière, oui, oui. J'aurais jamais fait ces pièces-là. Comme une sorte d'autorisation que ça m'a donné. Les fondamentaux de mon travail sont là, c'est-à-dire principalement la vibration, mais la relation au vivant aussi, l'émerveillement. La relation à l'image, enfin, je manipule les images avec distance et j'essaye que le son reste central toujours. La puissance de l'image est telle qu'elle a toujours tendance à absorber et à nous détourner de l'écoute. Donc j'essaye de la manipuler avec distance et qu'elle devienne un objet aussi en soi. Dire qu'il y a dans le disque vert vibrant, c'est 1 millimètre de coquille d'ormeau qui est agrandie donc sur 1 mètre fois 1000 donc, et cette image est sublimée sur un disque d'aluminium, donc c'est pris dans la matière, il n'y a même pas de pigment directement dans l'aluminium, et c'est ce disque là qui émet du son, et ce son c'est une analyse de l'image qui est imprimée sur le disque. Donc il y a une chose comme ça qui se boucle, où l'image est essentielle à la fois pour générer le son, mais comme support du son lui-même. Quand sur un très grand plateau vibrant et qu'on met des graines, des matières, qui ont des densités différentes, du coup ça se met à dessiner des formes avec la vibration du plateau, et que surtout ces petites graines et ces choses dansent de manière toute différente, il y a de l'émerveillement. Et il y a la possibilité d'échanger quand on regarde ça, parce qu'on partage cet émerveillement à plusieurs. Voilà.